Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le GT Anticipé en univers incertain sur un sujet tout à fait d'actualité et très intéressant pour des actuaires, et parce que ça nous réinterroge sur des choses que l'on a apprises et entendues comme bien convenues, qui est équité et discrimination. Et Arthur va nous exposer euh, en quoi les nouvelles technologies et le changement et les changements climatiques, par exemple, nous amènent à nous réinterroger sur ces notions. Je rappelle que dans le temps, le mot discrimination n'avait rien d'offensant. Il y avait même des cours de statistiques discriminantes. Et maintenant, c'est un mot qui est banni, qui est vilain, qui couvre des notions négatives. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Arthur. Hop, bah super, bah merci beaucoup Florence pour la petite introduction. Je vais commencer par partager mes slides, ce sera plus simple. Hop. Ouais, donc je vais parler un petit peu d'équité, de discrimination. Alors j'ai rajouté aussi le mot, alors j'ai enlevé le mot d'équité dans mon titre, mais c'est pas très grave, et d'interprétation. Je vais aussi parler d'interprétation parce qu'à mon avis c'est un sujet assez important. J'essaierai de le redire un petit peu au cours des slides, mais c'est un peu l'idée que... je suis assez convaincu que les actuaires racontent des histoires, les modèles racontent des histoires, et qu'il faut bien comprendre ce qu'on raconte, essentiellement parce qu'il peut y avoir ce qu'on appellera un pouvoir discriminatoire dans les modèles, ce qui, je vous rappelle, est quand même interdit par la loi. Donc il faut faire un petit peu attention avec ces questions qui portent à la fois sur des questions éthiques, mais aussi sur des questions légales. Florence l'a dit, moi j'ai à peu près le même point de vue sur le terme discrimination que je vais utiliser régulièrement sans jamais vraiment forcément le définir. J'ai juste pris de la définition du dictionnaire. Alors, c'est pas forcément la toute première définition qui effectivement commence par parler d'un terme qui a forcément effectivement une connotation négative, qui est la discrimination, c'est mal, mais qui, à mon avis, va un peu plus loin. Et j'aimerais bien qu'on se la réapproprie pour discuter un petit peu des difficultés pour les actuaires. C'est que la discrimination, c'est l'acte ou la pratique de distinguer de manière catégorielle plutôt qu'individuelle. Voilà, c'est une définition dans le dictionnaire en anglais. J'ai pas vu la même dans le dictionnaire en français, mais je vais la garder parce qu'en fait, si on la prend comme telle, elle va nous poser pas mal de soucis. Donc tout ce que je vais vous raconter, c'est basé sur des travaux avec pas mal de monde que j'ai mis dans le slide. Marie-Pierre qui est collègue à Laval, Ewen Gallic qui est prof à Marseille, François Hu qui est maintenant chez Milliman mais qui était stagiaire postdoctoral pour travailler sur l'équité ici à Montréal, Marwan qui est stagiaire postdoctoral sur les questions d'interprétabilité, Philippe Bossé en fairness avec moi avant de partir à Zurich. Et Agathe, Agathe est toujours au doctorat et elle travaille sur ces questions d'équité et de calibration. Je parlerai aussi de calibration plus tard, qui est à mon avis très liée à la question d'interprétabilité. Et Olivier Côté, qui travaille aussi sur discrimination. Donc, pourquoi c'est problématique cette définition de discrimination? Bah, parce qu'en fait, c'est le boulot des actuaires. Je vous ai repris le livre de Frederick Schauer sur un Profile on Discrimination and Stereotypes, qui dit très exactement que le boulot des actuaires, en fait, c'est de ne pas voir les individus en tant que tels, mais de les mettre dans un groupe. En actuariat, quand on fera des tarifs, on appellera ça une classe de risque. Mais c'est de traiter d'attribuer à un individu les traits d'une classe à laquelle il appartient. L'exemple le plus simple étant, si jamais vous conduisez une voiture de sport, je vous mets, je vous prête les traits de cette classe-là, qui sont peut-être des gens qui ont une conduite un peu sportive, qui conduisent vite, de manière un peu dangereuse, avec une voiture qui coûte cher. Et donc, je ne vous regarde pas en tant qu'individu, je vous vois comme membre d'une classe, et on évite de penser à l'individu en tant que tel. Alors, il y a des avantages à faire ça. En particulier, moi, je me souviens quand on avait les grandes discussions sur le RGPD. En fait, moi, je trouvais ça un petit peu rassurant parce qu'effectivement, la question des données individuelles, en fait, se posait pas vraiment pour les actuaires. C'est qu'on a besoin de données individuelles pour faire du suivi, éventuellement de cohorte, en particulier en assurance vie. Mais a priori, on n'a pas besoin de savoir qui est la ligne numéro 237. Je m'en fiche de savoir qui c'est. Et les actuaires ont toujours fonctionné comme ça. Je vous ai remis des articles qui sont pris dans les papiers de la SOA et de la CAS, qui est qu'effectivement, les actuaires
ne peuvent pas penser aux individus, si ce n'est qu'ils sont membres d'un groupe et dans lesquels on va essayer d'attribuer une valeur pour faire du pricing. Donc vraiment, c'est une histoire assez longue qu'on va retrouver en actuariat depuis plus d'un siècle, de raisonner en termes de classe et d'attribuer des informations à cette classe. Donc, une fois qu'on pense en classe tarifaire, on peut essayer de faire des modèles. Donc, les modèles les plus simples, ça va être des modèles de régression, par exemple de classification. Donc, comment est-ce qu'on fait une segmentation en assurance? Donc, je reviens sur les bases de la régression, hein, mais c'est de dire, bah, j'ai la variable d'intérêt qui pourrait être la survenance ou pas d'un accident, ça peut être un coup de sinistre. On va mettre des variables explicatives. Donc, ici, c'est des variables indicatrices parce que je raisonne en classe. Et potentiellement, il y a une variable sensible, par exemple le genre. Donc, on aimerait bien savoir si on discrimine sur la base du genre, bah, comment on va faire classiquement? On va regarder le coefficient associé à cette variable de genre et se poser des questions de significativité. Voilà, donc ça, c'est la version assez classique en économétrie, qui bien sûr est un peu fallacieuse, mais c'est comme ça qu'on raisonne tout le temps, c'est de dire bah, l'effet de la variable genre sur la prédiction de ma variable y, elle est donnée par ce coefficient bêta 3. Si jamais bêta 3 est significativement différent de 0, alors les hommes et les femmes ont une prime ou une prévision qui va être sensiblement différente, significativement différente. Ça peut passer assez facilement dans les GLM. On peut penser à une régression de Poisson. Alors, c'est juste que le modèle devient multiplicatif, mais c'est en gros la même chose. On va multiplier par l'exponentielle de bêta 3. Si jamais ce coefficient est significatif, ben dans ces cas-là, on va avoir un effet multiplicatif qui va s'appliquer à la prédiction pour les femmes, qui vont être ici la classe de référence. Et donc, les hommes, on va peut-être les charger un peu plus. Et donc, on voit apparaître ici l'approche classique en régression, mais qui est un peu fallacieuse. Et pourquoi? Parce qu'on raisonne ceteris paribus. Ceteris paribus, c'est toujours l'idée qu'en régression, on dit, toute chose étant égale par ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand ma variable, au lieu de prendre la valeur 0, elle prend la valeur 1? Donc elle est fallacieuse parce qu'en fait, bah, des fois, c'est un peu compliqué de fixer une variable et de se dire que les autres ne bougent pas. Le problème de cette variable-là, c'est qu'elle est sûrement corrélée au reste, et la changer toute seule, ça peut être problématique. Et ça, c'est très lié non pas à la modélisation, c'est plutôt lié à l'interprétation qu'on fait de nos coefficients, et c'est lié à l'interprétation des modèles. On a besoin d'expliquer ce que c'est que ce coefficient. L'interprétation, elle est simple, mais on sait qu'elle est potentiellement fausse. L'interprétation, elle est importante. J'ai repris ici des articles qui datent d'il y a une vingtaine d'années de Glenn. Brian Glenn parlait du mythe de l'actuaire. Le mythe de l'actuaire dans les compagnies d'assurance, c'est que c'est une personne qui est forcément objective parce qu'il traite des données. Il fait parler les données. Et donc, si les données ont parlé, ben, dans ces cas-là, on ne peut pas dire grand-chose. Ça doit s'imposer à tout le monde. Et en fait, ça oublie le fait que les actuaires font des modèles et que les modèles, ben, ils partent d'une part de subjectivité. Il y a toujours une part subjective dans la construction des modèles, en particulier quand il s'agit de les expliquer à la souscription, aux personnes qui vont faire les tarifs, sur les personnes qui vont travailler éventuellement sur de la fraude ou ce genre de choses. Il y a toujours une part de narrative assez importante dans la construction des modèles, qui est très liée, je pense, à cette question de l'explicabilité. Et l'explicabilité, en fait, on a l'impression que c'est un sujet dont on n'a pas forcément besoin de parler. L'idée étant, bah, si mon modèle est bon, je n'ai pas forcément envie de savoir pourquoi il est bon. Et ça, c'est effectivement un biais cognitif qu'on a tous, c'est qu'on a besoin de savoir pourquoi ça ne marche pas. L'explication, on la demande généralement quand on a un événement défavorable qui survient. L'exemple classique étant le risque de crédit. Quand vous refusez le crédit à quelqu'un, généralement, il vous demandera pourquoi. Si jamais vous lui octroyez, il va vous dire mais pourquoi normalement j'aurais pas dû l'avoir. Donc généralement, on se pose la question de l'explicabilité uniquement dans certains cas. Et donc, on a besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe. L'autre problème des modèles, c'est que souvent, les actuaires les regardent uniquement sous l'angle de ce qu'on va appeler l'accuracy. L'accuracy, c'est qu'on veut un modèle qui soit précis, mais ce n'est pas pour autant qu'il est bon, qu'il est intéressant et qu'il est pertinent. On sait qu'il y a des modèles qui sont bons, mais pour des mauvaises raisons. Je vous ai repris un exemple assez classique dans les classifieurs. C'est un exemple qui avait été largement discuté il y a une dizaine d'années par Ribeiro. C'est un classifieur sur des images, on a des chiens et des loups, et on essaye de savoir si sur l'image il y a un chien et un loup. Le modèle n'est pas trop mauvais, sauf que quand on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il prédit quand est-ce qu'il y a un loup, quand est-ce qu'il y a un chien, en fait, il ne regarde pas l'animal, il regarde le décor. Et le modèle, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il va prédire qu'il y a un loup à partir du moment où il y a la neige derrière. Essentiellement parce que dans toutes les bases, dans toutes les données d'entraînement, en fait, tous les loups étaient dans la neige et les chiens étaient, on va dire, de manière un peu simple, dans un salon. Et donc, il n'y a pas besoin de regarder l'animal pour faire une prévision qui soit correcte, il suffit de regarder le décor. Et donc, il y a besoin de se poser la question de pourquoi est-ce que le modèle a prédit quelque chose pour essayer de dire quelque chose, pour essayer de l'analyser, d'essayer de comprendre si jamais il est bon ou pas. Ce que j'appelle par bon, c'est qu'il y a besoin qu'il puisse être réplicable. Il y a besoin de pouvoir l'expliquer avant de le mettre en production.
Donc ça, c'est une première question sur cette histoire d'explicabilité. L'autre point, c'est que quand on fait des classifieurs, en particulier en actuariat, on ne se pose pas la question de la prédiction de la classe. Hein. Dans l'exemple de chiens et des loups, on veut prédire si sur l'image il y a un chien ou si sur l'image il y a un loup. Et généralement, dans les images qu'on va mettre, il n'y a que des chiens et des loups. Donc on ne peut pas vraiment se tromper, c'est l'un ou l'autre. Mais dans la vraie vie, un actuaire, il ne fait pas ça. Il n'essaie pas de prédire qui va décéder ou qui va survivre. Il ne va pas essayer de prédire qui aura un accident ou qui n'aura pas un accident. Ça n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue actuariel. La question profonde, c'est quelle est la probabilité qu'une personne ait un accident, quelle est la probabilité pour qu'une personne aille chez le médecin. Pourquoi on a besoin de cette proba? Ben, essentiellement parce que c'est ça qu'on utilise dans un tarif. Ok, dans un tarif, j'ai besoin d'estimer de manière la plus juste possible la probabilité, mais c'est difficile de savoir ce que veut dire cette probabilité. Par exemple, je vous ai mis ici un exemple. La prévision, elle est de 1,32%. On observe quelque chose en sortie, on observe potentiellement un 0 ou un 1. Donc il y a quelqu'un à qui on a prédit qu'il y aurait 1,32% de chance d'avoir une intervention chirurgicale. La personne a une intervention chirurgicale, est-ce que la probabilité, elle est fausse ou pas? En fait, peu importe que la personne ait eu de la chirurgie ou pas, qu'il y ait eu un 0 ou un 1, on n'a pas la moindre idée de savoir si cette proba, elle est juste ou pas. La probabilité, c'est assez dur de savoir quel sens elle a et enfin, quelle est l'explication qu'on pourrait lui donner pour savoir si jamais elle est bonne ou pas. Donc ça, c'est un problème sur lequel on va revenir, c'est une question de calibration. C'est que donner du sens à ces probas individuels, c'est compliqué. Mais c'est très lié aux questions qu'on va retrouver partout en ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle, puisqu'on essaye de faire les choses de manière individuelle et très segmentée. Alors, juste pour revenir un petit peu un pas en arrière, l'intelligence artificielle, telle que moi je la définis, c'est à la fois des données massives, à la fois des modèles un peu boîte noire. Les modèles boîte noire, c'est ce qu'on vient raconter. C'est le fait qu'on a des algorithmes prédictifs, des fois un peu compliqués, sur lesquels on ne sache pas trop ce qu'ils veulent dire, contrairement peut-être à la régression où on avait des coefficients assez clairs. Quand vous avez un réseau de neurones avec plusieurs couches, on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. En tout cas, il faut passer du temps pour essayer de donner une vague interprétation aux sorties. Un autre souci, c'est les données massives. Les données massives, c'est quoi? C'est le fait que, bah, historiquement, quand les assureurs faisaient leurs tarifs, tout à l'heure, je remontais à 1920, mais c'est resté vrai assez longtemps. Les assureurs, ce qu'ils avaient, par exemple, en assurance auto, c'était les formulaires que remplissaient les assurés au moment de souscrire le contrat. Donc, ça commençait, par exemple, par la civilité. Est-ce que je vous appelle monsieur ou madame? Et cette information servait à déterminer ce qu'on appelait le genre de la personne. Puis après, on lui demandait son nom et son prénom, essentiellement parce que bah, fallait envoyer des courriers. On avait son adresse, qu'on utilisait là aussi pour envoyer une lettre, tout simplement pour lui demander de payer sa facture, par exemple. On avait des informations sur la voiture. Donc, on collectait toutes sortes d'informations et on s'en servait bah, parce qu'on n'avait que ça sous la main. Et donc, effectivement, les assureurs sont mis à utiliser le genre de la personne en assurance auto parce qu'ils l'avaient. Maintenant, on commence à avoir des données de plus en plus massives, dans le sens où quand je commence à avoir de l'information, par exemple sur la carte grise, je peux récupérer plein d'informations sur la voiture, savoir d'où viennent les pièces détachées, pour savoir combien ça pourra coûter quand vous allez chez le garagiste. Donc il y a plein d'informations, on peut enrichir en fonction des trajets que vous prenez. On peut regarder là où vous habitez, là où vous travaillez, on peut inférer votre trajet, on peut voir si vous passez par des routes dangereuses. On peut faire toutes sortes de choses. Et c'est possible de prédire des choses qu'on n'avait pas imaginées. Par exemple, aux États-Unis, une information importante, c'est l'origine ethnique des gens. La race est une question importante dans beaucoup de cas. Il s'avère qu'il y a des cas pour lesquels, typiquement au Colorado, où les autorités de contrôle ont demandé aux assureurs de prouver qu'ils ne discriminaient pas sur la base de la race. Les assureurs ont dit qu'ils ne collectaient pas la donnée. Et là, le régulateur leur a dit, mais en fait, vous pouvez la prédire. Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez le code postal, le prénom et le nom de la personne, en fait, vous pouvez faire plein de choses. Donc, on a beaucoup d'informations qui vont permettre potentiellement de prédire une variable. Donc, ça, c'est le cas un peu extrême où, en fait, on essaye d'enlever une variable et on peut la reprédire. C'est un peu ce qu'on retrouve implicitement, je pense, dans le RGPD quand on parle de variables sensibles qui peut être reconstruite. Mais dans beaucoup de cas, en fait, c'est pas ça qui se passe. Mais on peut avoir des variables qui vont servir de proxy à une variable protégée qu'on ne met pas, donc on ne voudrait pas avoir dans nos modèles et encore moins dans nos données. Voilà. Donc il y a cette notion de discrimination indirecte par la base de proxy statistiques qui va traîner un petit peu tout du long et qui devient évidente dès lors qu'on commence à avoir des données massives. Tout d'un coup, c'est très facile de discriminer sur la base de beaucoup de types de variables protégées, essentiellement parce qu'il y a toujours des variables corrélées qui vont se trouver à l'intérieur des données que vous pouvez collecter. D'autant plus si vous commencez à faire de l'assurance avec des données télématiques en assurance automobile. Euh, sur ces questions de discrimination, alors, on les trouve depuis assez longtemps en assurance. Il faut savoir qu'il y avait, il y avait une pratique qui existait aux États-Unis, c'est la notion de redlining, qui consiste à utiliser cette information spatiale. Donc,
aux États-Unis, donc je vous rappelle qu'aux États-Unis, le pays est assez euh, je ne sais plus le mot, mais avec beaucoup de ségrégation spatiale, où on va avoir des quartiers blancs, des quartiers noirs. Et en fait, depuis enfin, il y a une centaine d'années, il y a eu des cartes qui ont été faites aux États-Unis pour dire qu'il y avait des zones dans certaines villes où les assureurs ne devaient pas vendre d'assurance, où les établissements de crédit ne devaient pas proposer d'établissements de crédit. Donc c'était cette notion de ligne rouge sur la carte dans lesquelles il ne fallait pas les vendre d'assurance. Red Line Districts, don't write the business. Donc il ne fallait pas les vendre dans ces zones-là. La raison évoquée par les assureurs à l'époque, c'était qu'en fait, les bâtiments étaient vétustes. Éventuellement, il y a un risque d'incendie qui est assez élevé. Euh, et donc, il y avait l'idée d'exclure certaines zones territoriales parce que le risque y était trop important. Donc, on a un problème underwriting, à la souscription, de refuser certaines personnes qui a été attaqué dans les années 70 en disant, mais en fait, c'est discriminatoire sur la base de l'origine ethnique, parce qu'en fait, bah, les zones rouges, c'est souvent des zones où il y a beaucoup de personnes noires. Et donc, depuis les années 70, on sait que le redlining est problématique, puisque derrière la variable protégée de la race se cachaient des variables qui étaient essentiellement des niveaux de richesse économique. Et donc, les personnes noires sont souvent des personnes pauvres qui vivent souvent dans des maisons vétustes. Et donc, forcément, on a beaucoup de variables qui sont corrélées entre elles. Mais de facto, ça faisait de la discrimination envers les personnes noires, puisque les personnes noires ne pouvaient plus s'assurer dans certaines zones. Alors, la question du redlining, elle a été débattue assez longtemps aux États-Unis. Ça peut paraître un petit peu lointain pour le public des acteurs français, mais il faut quand même se dire que beaucoup de choses qu'on peut lire sur le redlining, on peut le retrouver à beaucoup d'endroits dans les problématiques de catastrophes naturelles. Par exemple, Florence parlait du changement climatique. On se retrouve avec l'idée de zone noire, par exemple en France, où il y a des zones pour lesquelles potentiellement il n'y aurait plus d'assurance. On va retrouver des zones qui sont définies comme étant à risque, officiellement à risque. Qu'est-ce qu'on fait pour les maisons qui sont dans ces territoires-là? Donc ça revient par la bande en fait aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle maintenant le blue lining. C'est le fait qu'il y a des zones dans lesquelles on pense que le risque d'inondation est beaucoup trop important. Et malheureusement, comme pour le redlining, on se rend compte qu'en fait c'est souvent des populations pauvres et noires qui sont dans ces zones-là. Donc sous prétexte de vouloir ne pas assurer des risques soumis au risque de changement climatique, on se met à exclure des populations pauvres et noires. Donc on retrouve le problème de la discrimination arrivé. Alors, je vais faire un petit détour par un terme que vous avez sûrement déjà entendu quelque part à un moment dans vos études, c'est la notion de actuarial fairness, l'équité actuarielle, qui est un terme qui est souvent avancé par les actuaires et souvent à tort, mais qui dit en fait les actuaires n'ont pas à se préoccuper des problèmes d'équité parce qu'en fait les primes actuarielles sont justes en fait. Et effectivement, c'était ce que disait Arrow. Donc Arrow a écrit un joli petit papier dans les années 60 sur le welfare economics dans un contexte d'assurance santé. Et il le dit très clairement, on peut avoir des primes qui sont actuariellement justes. Donc on retrouve l'idée de justice dans son terme, à partir du moment où la prime est tout simplement l'espérance mathématique de la charge euh, annuelle qu'on devrait avoir sur un assuré. Donc en fait, la prime actuariellement juste, dans la terminologie de Arrow, c'est une notion tout simplement de prime pure. À partir du moment où vous tarifez suivant la prime pure, alors vous êtes actuariellement juste. Donc, Laurence Barry a fait des jolies études, des jolis articles sur cette question-là, euh, pour montrer qu'en fait, il y a effectivement une interprétation un peu fallacieuse du terme de actuariellement juste. Alors, je vais juste revenir sur la définition pour essayer de vous expliquer pourquoi c'est problématique et pourquoi ce n'est pas la question qui nous intéresse. Euh, L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est la contribution d'un grand nombre de personnes au malheur de quelques-uns. Insurance is the contribution of the many to the misfortune of the few. Donc c'est comme ça que fonctionne l'assurance. On met un certain nombre de personnes ensemble, elles vont payer une prime à leur assureur, et en contrepartie, s'il y a des sinistres qui surviennent, l'assureur verse une indemnité aux assurés. Et donc la question, c'est bien sûr de deviner quelle est la contribution juste qu'il faudrait verser. Arrow donne une réponse, c'est de calculer la prime pure. En fait, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, parce que cette notion d'équité telle que la voie Arrow, pour moi, c'est un problématique de transfert de risque. C'est que c'est la prime juste dans ce contrat individuel qui associe l'assureur et l'assuré, mais qui ne définit pas l'assurance. Ça, c'est juste la notion de transfert de risque. On a un assuré qui va transférer son risque à un assureur. Si jamais on veut un prix juste sur cette police d'assurance, effectivement, l'espérance mathématique a du sens. C'est ce que dit exactement Haro, en fait, quand on lit le reste du papier. C'est que si jamais je charge plus
Dans ces cas-là, c'est injuste pour l'assuré parce que c'est l'assureur qui risque en moyenne de gagner de l'argent. Et si on charge moins, c'est injuste pour l'assureur. Et donc la balance juste-injuste, elle est dans ce transfert de risque qui existe entre l'assuré et l'assureur. Mais l'assurance, c'est pas que ça. C'est pas juste cette opération entre un assuré et un assureur. Ça s'apparente à un pari. L'assurance de masse telle qu'elle existe, on a beaucoup de monde. Et pour moi, la question de l'équité, elle se pose dans cette mutualité. C'est de s'assurer que dans la mutualité, il n'y a pas de transferts inéquitables qui vont s'opérer. Donc c'est beaucoup plus sur le partage de risques que se pose la question de l'équité, beaucoup plus que sur le transfert de risque. Donc on a besoin de transférer le risque. Maintenant, on ne sait pas exactement ce qu'il faudrait mettre dedans. C'est qu'on sait qu'il faut mettre une espérance, mais on ne sait pas sur quoi est calculée l'espérance. Donc j'aurai des discussions par la suite sur ce que c'est que la prime, pardon, la probabilité sous laquelle il faut calculer l'espérance. Mais voilà, est-ce qu'on fait payer la même prime à tout le monde? Est-ce qu'on utilise une prime qui dépend de certains attributs X? Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans les X? Donc voilà, c'est un petit peu ça dont on va discuter, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des attributs sensibles? Est-ce qu'on peut mettre tous les X? Si oui, est-ce qu'on peut corriger parce qu'éventuellement des X sont corrélés à une variable sensible et ce genre de choses. Alors, je vais aussi faire un autre petit détour sur les interprétations des modèles. C'est que pour le moment, donc, je vous dis qu'on va essayer de travailler sur l'espérance de y sachant x. Si y est binaire, l'espérance de y sachant x, c'est une probabilité. C'est une probabilité conditionnelle et on va assez vite avoir des choses un peu bizarres. Par exemple, on va avoir une prévision de 12,2486%. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que je peux l'interpréter? Est-ce que je peux y croire? La croyance dans les modèles, elle est, à mon avis, importante. Le problème, c'est que d'un point de vue épistémologique, c'est compliqué de comprendre de quoi on parle. Tout simplement parce que si jamais je vous parle de probabilité, je pense que le premier truc que vous devez avoir en tête, c'est un lancer de dés ou un lancer de pièces. C'est-à-dire essentiellement des opérations qu'on peut répéter. Et je pense que d'un point de vue cognitif, même si tout le monde a suivi un cours de proba dans lesquels on vous parle de l'axiomatique de Kolmogorov, quand on vous parle de proba, comment vous en comprenez une proba? Je pense qu'on le comprend tous d'un point de vue un peu fréquentiste en disant une probabilité de 1 sixième, c'est ce que j'ai quand je lance un dé. Ok, je lance un dé, la probabilité de tomber sur 2, elle est de 1 sixième, parce que si jamais je répète beaucoup de fois l'expérience, je vais avoir 1 sixième. Alors, dans le cas du dé, on a en plus une propriété de symétrie du cube, qui fait que c'est fondamentalement effectivement sur 1 sixième, mais c'est la répétition qui donne du sens à la probabilité. Donc, on est vraiment sur une interprétation au sens loi des grands nombres qui nous dit que la limite de la fréquence devient cette probabilité. On a du mal à concevoir ce que c'est qu'une probabilité un peu ex nihilo, hormis ce cadre formel que propose Kolmogorov, mais je veux dire, ça sort un peu de nulle part. Se dire, on part d'un espace oméga fp où P est une mesure de proba, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. L'interprétation classique de la proba, c'est la fréquence. Et ce que disent beaucoup d'auteurs, je vous ai mis ici Reichenbach, qui a fait un très joli livre de la théorie des probas, qui est en fait un livre de logique et de philo. Il vous dit, penser les probas dans un single case, c'est compliqué. Repensez à la première élection de Donald Trump, où il était donné gagnant avec à peine 5% de chance. Voilà, il est donné gagnant avec 5% de chance, il gagne. Est-ce que le 5% était faux pour autant? C'est pas évident. Tous ceux qui font du risk management le savent. Avec 5%, on peut tomber sur un 1. Voilà, c'est la faute à pas de chance. Alors, peut-être que c'est un peu plus compliqué, mais dans ces cas-là, il faut discuter, il faut analyser, il faut interpréter. Mais discuter un événement qui ne survient qu'une fois, c'est fondamentalement complexe. Von Mises le disait, le terme probabilité de décès pour un individu, ça n'a pas de sens. On ne peut pas penser à l'individu, on ne peut penser qu'au sein d'un groupe. Et donc, on retombe sur la question de la discrimination, qui est de dire, l'actuaire comme le probabiliste, en fait, ne raisonne que dans un cadre de groupe dans lesquels on a suffisamment de monde pour pouvoir répéter des expériences à invoquer de la loi des grands nombres. La probabilité de décès pour une personne prise toute seule, a priori, n'a pas de sens. Alors, on peut lui donner du sens, mais il va falloir aller le chercher. Et pour aller le chercher, c'est assez simple. Il faut aller voir ce qui a pu être fait en médecine et en météorologie. C'est la question, par exemple, en santé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne a 20% de chance d'avoir un cancer? Ben, dans ces cas-là, pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire, il va falloir aller regarder toutes les prévisions qui ont été faites à 20%. Et ce qu'on espère, c'est que si jamais on regarde toutes les personnes pour lesquelles on a prédit 20% d'avoir un cancer, 20% de chance d'avoir un cancer, il y a effectivement une personne sur cinq qui avait un cancer. Et dans ces cas-là, la probabilité a du sens, puisqu'en prenant le grand groupe des personnes qui avaient une certaine prévision, on récupérait la probabilité individuelle. C'est la définition qui est marquée ici. L'espérance de Y, sachant Y chapeau, doit être égale à Y chapeau. La moyenne des Y, la moyenne des 1 qu'on observe conditionnellement au fait qu'on a prédit 20%, doit être égale à 20%. À partir du moment où on a cette propriété, on ne peut donner du sens aux probabilités. Si jamais on ne l'a pas, ça ne veut rien dire. Donc ici, c'est des graphes qui ont été tirés de l'article de Van Claster
qui était dans le British Medical Journal, si je ne m'abuse, et qui dit effectivement, si jamais votre modèle de prédiction de cancer, il n'est pas bien calibré, les probabilités n'ont pas de sens. Ce qui est un peu gênant quand on parle de probabilité de décès ou de probabilité d'avoir des cancers. Donc c'est une propriété qui est assez fondamentale et qu'on espère avoir. Il s'avère que ce n'est pas une propriété qu'on va avoir en machine learning. C'est aussi l'interprétation d'ailleurs qu'on donne en météorologie. Quand on vous dit qu'il y a 80% de chances d'avoir de la pluie, l'interprétation, c'est que vous prenez, si jamais vous prenez tous les jours pour lesquels on a prédit 80% de chances d'avoir de la pluie, il devrait y avoir 4 jours sur 5 où il y avait eu effectivement de la pluie. Donc c'est vraiment cette interprétation qu'on va retrouver partout et qu'on espère avoir de manière locale sur cette espérance de Y sachant X. Alors moi, mon argument, c'est que cette propriété, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'en fait, c'est une propriété qu'on aime avoir en assurance, le fait que l'espérance de Y chapeau soit égale à l'espérance de Y. La moyenne des primes collectées doit être égale à la moyenne de ce qu'on va payer. C'est la propriété de balance des modèles actuariels, c'est de dire ce que je collecte correspond à ce que je vais dépenser. On voudrait, dans un monde idéal de la mutuelle, dire qu'on est sur du partage de risque, on collecte des primes qui vont nous permettre de rembourser les pertes des sinistres qu'il va falloir payer, qui est une propriété qu'on observe dans la base d'entraînement, enfin si on travaille sur la base de la base d'entraînement, dans les GLM. Quand vous faites une régression logistique, la somme des YI chapeau est égale à la somme des YI. La somme de ce que vous prévisez est égale à la somme de ce qu'on observe. Avec des YI chapeau qui sont des probabilités. Donc la somme des probabilités est en fait littéralement égale à la somme des 1 dans votre base. En fait, c'est la condition du premier ordre dans les GLM quand on fait du maximum de vraisemblance. Ce que nous dit la calibration, c'est qu'en fait, on veut cette propriété de balance localement. Si vous prenez toutes les personnes pour lesquelles vous faites une prévision de prime de 100 euros, dans ces cas-là, il faut qu'en moyenne, il vous coûte effectivement 100 euros. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire, si jamais en mettant mon modèle en production et que j'attire uniquement un certain segment de population, potentiellement, je pourrais effectivement avoir un modèle qui me permette d'indemniser les personnes qui auront un sinistre. Donc, on voit que cette propriété d'accuracy, de calibration, pardon, elle est importante, mais en fait, elle n'est pas vérifiée souvent. Je vous ai remis ici l'exemple de Scikit-learn. Dans Scikit-learn, vous avez une fonction de calibration qui est en fait un vieux concept en stats qui existe, qui est, je vais essayer de regarder l'espérance de Y conditionnellement à la prévision, et on voit que bah, dès que vous changez de modèle, vous ne l'avez pas. Et en particulier, quand on a des algorithmes de machine learning, on peut s'en éloigner très fortement. Non seulement on est mal calibré, mais en plus la distribution des scores est potentiellement bizarre. De mémoire, je ne les ai pas mis, mais euh, on avait fait des papiers avec Michel Denuy et Julien Truffin sur ce genre de problème en assurance auto. Et effectivement, les distributions des scores sont très différentes. Les distributions des scores, à mon avis, c'est un sujet assez passionnant, compliqué, je pense, pour les actuaires. C'est vraiment, à mon avis, très lié à des problèmes d'épistémologie. C'est quoi la probabilité fondamentale d'avoir un accident? Si jamais vous utilisez un réseau de neurones ou de random forest, c'est pas rare d'avoir des dispersions de modèles pardon, de scores qui sont beaucoup plus étalés que ce qu'on aurait avec des GLM. Quand vous avez des GLM, en assurance auto, quand vous faites de la RC, la fréquence de sinistre, en gros, pour 95% des gens, elle est comprise entre 5% et 20%. Dès que vous commencez à utiliser des modèles un peu plus exotiques, tout d'un coup, vous passez à 1%, 90%. Est-ce que vraiment on pense que des gens ont 1% de chance d'avoir un accident? C'est une question, à mon avis, un peu compliquée, mais qui est une question, à mon avis, qu'il faudrait aussi se poser un jour sur la distribution qu'on pense du risque sous-jacent des gens. Encore une fois, on est en train de tarifer un an à l'avance, hein. Donc, on a besoin d'avoir ces estimations-là. Et voilà, supposer qu'il y ait qu'une prime de 1 euro, ça puisse faire du sens, faut y croire. Voilà. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais j'ai déjà vu des algos typiquement en faisant des random forest où on peut avoir des prévisions incroyablement petites ou incroyablement grandes. Donc il faut faire attention à cette question de la calibration parce elle est assez essentielle quand on s'intéresse à ces questions d'interprétation de modèles. Ok, j'arrive enfin à la discrimination. La discrimination, c'est compliqué. Au cas où vous n'aviez pas encore suivi tout le reste, mais on arrive sur un sujet un peu complexe. J'ai repris ici l'article d'Abraham qui était dans le Handbook on Discrimination. Donc, le Handbook on Discrimination, c'est vraiment une somme d'articles sur la question de la discrimination, tout domaine confondu, essentiellement écrit par des juristes, des philosophes et des personnes en sciences humaines. Et il y a ce chapitre entier écrit par Abraham sur l'assurance, où son point de départ, c'est l'assurance, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il le dit très clairement, les assureurs, par définition, font de la discrimination statistique. Ils font de la discrimination par proxy, essentiellement parce qu'il y a besoin de segmenter. La prime dont parle Arrow, enfin le principe de prime pure et d'actuarial fairness dont parle Arrow, c'est de dire qu'il faut faire payer l'espérance de sinistre
annuel aux assurés. Implicitement, les personnes risquées devraient payer plus que les personnes moins risquées. Et donc, on a besoin d'aller capturer le risque, et donc on va le capturer via des variables qui vont possiblement servir de proxy. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas d'intention malicieuse, il n'y a pas d'intention mal intentionnée des actuaires. C'est juste de dire, si jamais je vois que les femmes coûtent plus cher, ben, je leur demande de payer plus cher. Donc c'est vraiment juste lié à des notions de corrélation. Le but des actuaires étant de discriminer sur la base du risque. Là où ça devient problématique, c'est que la loi interdit de discriminer sur la base d'attributs sensibles. Et comme tout ça s'est corrélé, bah, ça fait qu'on se retrouve dans un problème qui est fondamentalement ill-posed, mal posé, puisque les actuaires font des modèles discriminatoires. Euh, Est-ce que c'est gênant? Alors, c'est gênant, oui, d'un point de vue légal, puisque la discrimination indirecte est interdite. Maintenant, c'est un problème fondamental, c'est-à-dire que la loi de Kranzberg nous le dit, la technologie, et j'entends par là un modèle de régression, un modèle de machine learning, il est ni bon ni mauvais, mais c'est pas pour autant qu'il est neutre. Donc même si on n'a pas forcément de cadre normatif éthique quand on fait de la modélisation, c'est pas pour autant qu'on va être neutre. Voilà. Donc se dire, à partir du moment où je ne pose pas de question de bien et de mal, je vais forcément être neutre, c'est faux, on le sait. Et donc on est obligé d'intégrer ce principe-là pour se dire, à partir de maintenant, il va peut-être falloir le faire de manière un peu plus sérieuse. Et si on veut de la neutralité par rapport à un attribut sensible, il va falloir le faire sérieusement. Il y aura un prix à payer, ça a été très clairement dit dans le livre de Kent and Roth, qui vous dit dans ce livre sur la algorithmic discrimination, le machine learning ne va pas vous donner de la neutralité par rapport au genre gratuitement, il va falloir le demander. Donc ça, c'est un problème point qui est la non-discrimination, elle aura un prix. La raison simple, c'est que on vit dans un monde où il y a de la discrimination. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, il y a des différences entre les personnes noires et les personnes blanches, dans plein de domaines. Mais si jamais on veut que les modèles soient neutres, il va falloir l'imposer. Donc assez naturellement, on voit arriver la notion de discrimination positive. Mais si on le veut, il va falloir le payer. L'autre point que j'aime bien, c'est le fait que si on le veut, il va falloir le demander explicitement. Ça, ce que ça veut dire, c'est un appel du pied qui est lancé pour faire des maths, c'est que si jamais vous construisez un algo de machine learning, vous avez une minimisation de pertes sur la base de données d'entraînement. Si jamais vous voulez de l'équité, il va falloir l'imposer avec un critère mathématique clair. Et donc, il nous faut des définitions de ce que c'est que la fairness. Et donc, on a besoin de commencer à réfléchir sur ce que veut dire, d'un point de vue mathématique, cette fairness. Alors, là aussi, petit détour, c'est pas un sujet nouveau. C'est pas un sujet nouveau. Gary Baker, il avait fait sa thèse de doctorat sur le sujet. Economics of Discrimination. Il a eu le prix Nobel pour ça. C'est des vieilles questions en économie, c'est des vieilles questions en statistique, en particulier dans les statistiques judiciaires. Comment est-ce qu'on peut prouver statistiquement qu'il y a la discrimination? Voilà. C'est des questions qui ont été largement débattues dans les années 80 par les statisticiens, qu'on voit réarriver maintenant, alors essentiellement dans le contexte de ce qu'on appelle algorithmic fairness, c'est-à-dire le fait qu'on ait des algos de machine learning potentiellement boîte noire qui prennent des décisions de manière automatique et qui vont répliquer des biais qu'on observe dans les données. Donc, tout à coup, toute une nouvelle génération de modélisateurs se sont mis à se poser des questions et à essayer de proposer un certain nombre de définitions qui posent, à mon avis, enfin, qui permettent en tout cas d'avoir une lecture un peu différente de ces questions et peut-être enfin un peu plus formelle et plus mathématique. Alors, je vais juste revenir sur les manières de définir la fairness et de la quantifier. Déjà, je vais parler beaucoup de group fairness. Alors, group fairness, c'est quoi? C'est la version un peu régulateur, c'est de dire, je vais regarder globalement ce qui se passe. Est-ce que le modèle produit par mes actuaires, il est juste? Donc, on est vraiment sur la version, encore une fois, régulation. On n'est pas sur ce que je vais appeler par la suite individual fairness. Individual fairness, c'est je me sens discriminé parce que je suis noir ou parce que je suis une personne âgée. Voilà. Ça, c'est un peu différent. C'est une perception qu'on a où implicitement, je me construis un contrefactuel et je suis persuadé que le contrefactuel de moi qui serait une personne noire, il n'aurait pas eu le même traitement que celui que j'ai eu. La version de Group Fairness, elle regarde uniquement globalement au niveau démographique ce qui se passe. Donc j'ai toujours mes modèles M chapeau, où je vais prédire un score, où je vais prédire une prime, ce que vous voulez. Quand on fait des modèles de classification, classiquement, on va avoir des seuils. Repensez à la régression logistique. À la régression logistique, on récupère une proba, ce qui est hyper intéressant quand on fait de l'actuariat, puisqu'en fait, on utilise cette proba dans un modèle de tarif. Mais quand vous voulez prédire des classes, il va falloir mettre des seuils. Et il s'avère qu'en machine learning, il ne regarde pas les probas, il regarde les classes. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de mauvaises prédictions de personnes. Voilà. Donc, je repensais la semaine dernière, on avait fait une conférence à la SCORE sur ces questions-là.
On avait eu une jolie photo qui avait été montrée euh, par Isabelle qui montrait une photo qui avait été prise dans une salle où on avait une salle de réunion, il y avait des gens. On lui demandait d'identifier les gens. On demandait à ChatGPT, pour faire simple, identifier les gens sur la photo. Et comme par hasard, il vous disait que la personne blanche qui était un peu en arrière, c'était le chef, que s'il y avait une personne noire sur le côté, c'était la femme de ménage. Et donc, on voit qu'il y a, il y a- il y a- il y a des biais euh, dans les prévisions de classe. Nous, on va aller un peu plus loin que les prévisions de classe. On va vraiment travailler sur les probabilités, encore une fois, parce que c'est plus important. Donc, comment est-ce qu'on définit la notion de fairness ou de non-discrimination? Ben, il y a trois définitions. Il y a trois définitions communément admises. La première, c'est demographic parity, euh, c'est le fait que l'espérance de Y chapeau dans les deux classes soit la même. Euh, y chapeau étant classiquement soit le score, soit la décision euh, qui a été prise dans le cadre d'un processus binaire, par exemple en RH. Si vous voulez avoir une RH qui soit non discriminatoire sur les entrevues, ce que vous devez avoir, c'est que la décision Y chapeau de prendre quelqu'un en entrevue soit indépendante du genre, soit indépendante de l'origine ethnique des gens. Et donc, on regarde un problème binaire, 0 ou 1, et donc on devrait avoir les mêmes probabilités d'acceptation quand vous êtes noir, quand vous êtes une femme, quand vous êtes âgé, pour être pris dans une entrevue euh, pour un poste quel qu'il soit. Equalize odds, c'est la même chose, sauf que je vais aussi conditionner par Y dans le cas d'une variable catégorielle. Donc là, on est plutôt sur la même prévision des taux de faux positifs ou des taux de vrais positifs. Donc ce qu'on voudrait, c'est que les taux de vrais positifs et les taux de faux positifs soient les mêmes dans les deux classes. Donc on va un peu plus loin que la demographic parity. Et la dernière définition, c'est celle qui est directement liée à la calibration, c'est qu'on va permuter Y et Y chapeau. Donc au lieu de regarder Y chapeau conditionnellement à Y et à la variable sensible, on va regarder Y conditionnellement à Y chapeau et les variables sensibles. Donc on a trois définitions qui sont toutes pertinentes. On peut trouver des motivations pour toutes ces définitions. Là où on a un problème, c'est qu'en fait, on a des théorèmes d'impossibilité. C'est pas possible d'avoir les trois en même temps. Et donc là, on arrive face à un dilemme assez classique quand on essaie de faire des stats et des modèles réellement appliqués en sciences sociales, c'est qu'il va falloir une décision juridique ou politique pour nous aider à trancher sur quelle est la méthode qu'il va falloir retenir. Je vais juste vous montrer un petit exemple qui est lié à la définition, enfin, disons, au retour en force des questions de discrimination dans les problématiques d'algorithmes. C'est l'étude de Compass qui avait été publiée dans ProPublica en 2016. Donc Compass, c'est ce qu'on appelle de la justice actuarielle en anglais, actuarial justice. Donc on se doute qu'il y a sûrement un lien avec l'actuariat, mais en fait le lien c'est que en justice, en tout cas en Amérique du Nord, c'est assez classique d'avoir des scores, par exemple des scores de récidive. Et donc quand une personne est en prison et demande à pouvoir sortir, il y a un score de récidive qui est calculé, et les juges prennent la décision de relâcher la personne sur la base de ce score de récidive. Donc c'est l'actuarial justice. Compass enfin, on va dire un modèle qui donne des scores des scores de dangerosité et des scores de récidive. Et la question de ProPublica, c'est est-ce qu'il est raciste? Et si vous regardez l'article de ProPublica, il est assez intéressant. Il met des photos effectivement de personnes qui ont à peu près commis les mêmes types de crimes. Une personne est noire et une personne est blanche, et généralement la personne noire a toujours un score beaucoup plus élevé que la personne blanche. Donc ProPublica dit que l'algorithme est raciste, mais ils vont plus loin. Ils ont récupéré des données, ils ont fait un repo GitHub avec toutes les données et on peut faire l'analyse. Et par exemple, ils vous montrent ces statistiques que j'ai reprises sur la base des données qu'ils avaient utilisées. C'est de dire, bah, si jamais je regarde les personnes qui n'ont pas commis de récidive, quand je compare les personnes blanches et les personnes noires, bah, le taux de mauvaise classification, il n'est pas du tout le même. Chez les personnes blanches, il est de 22%, le taux d'erreur, alors qu'il est de 42% chez les personnes noires. Et donc, si j'essaie de formaliser ça un peu proprement, on est sur une définition basée sur la calibration. La probabilité d'être considéré comme étant haut risque, conditionnellement au fait qu'il n'y a pas eu de récidive et que la personne est soit noire, soit blanche, elle n'est pas la même. Et donc, c'est la conclusion de ProPublica, l'algorithme est raciste. L'histoire ne s'arrête pas là. ProPublica, bien sûr, répond en disant, si jamais on regarde les statistiques de manière un peu différente, si on regarde parmi toutes les personnes qui ont été classées à haut risque, la probabilité d'avoir récidivé ou pas, bah, dans ces cas-là, les statistiques, elles sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que pour les personnes blanches, on a 40%, pour les personnes noires, on a 35%. Statistiquement, la différence, elle n'est pas incroyablement significative, et donc on pourrait admettre que l'algorithme n'est pas raciste. Et donc on arrive à un premier petit paradoxe qui est, suivant la définition que vous prenez, bah, on ne raconte pas la même histoire. Et donc on revient à cette idée, à mon avis, fondamentale d'interprétation et d'histoire qui est, suivant ce qu'on veut faire dire à nos modèles et ce qu'on veut retenir comme critère, on ne raconte pas du tout la même chose. Et ça, c'est un problème dont on aura du mal à se départir, qui est que le choix
des métriques qu'on a ou qu'on va faire va largement influencer tout le reste de ce qui va se passer. Et donc, suivant la définition que vous prenez de modèle juste, on peut avoir des conclusions qui sont assez différentes euh, avec les mêmes jeux de données et pourtant on raconte des histoires un peu différentes. Un autre petit problème, c'est le fait qu'en actuariat, bon, on ne s'intéresse pas à des classes. Donc, dans le cas de ProPublica et de Compass, on s'intéresse uniquement au fait d'être classé à haut risque. Alors, en fait, techniquement, il y avait 10 classes. ProPublica dit juste on est à haut risque ou bas risque. Mais en fait, nous, on veut plutôt travailler sur les scores. Parce que travailler sur les classes, c'est facile. La solution, quand vous voulez la demographic parity, c'est facile, il suffit de jouer sur les seuils. Si jamais vous avez, par exemple, vous essayez d'octroyer des crédits à des gens, vous avez un score de non-remboursement d'un crédit, classiquement. Peut-être que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes distributions, mais ce n'est pas très grave. Si jamais vous voulez avoir le même taux d'acceptation d'hommes et de femmes quand vous attribuez les crédits, il suffit de jouer sur les seuils. C'est exactement ce qui se faisait aux États-Unis dans les admissions pour les études graduées. Les personnes asiatiques, les personnes blanches et les personnes d'origine afro-américaine n'avaient pas les mêmes distributions de scores. Mais dans ces cas-là, il suffit de changer le seuil pour avoir les mêmes niveaux d'acceptation pour les différentes origines ethniques. Et donc, jouer sur les seuils, c'est possible. Mais jouer sur les seuils, nous, en assurance, ça ne nous intéresse pas. C'est que si je joue sur les seuils, je ne joue pas fondamentalement sur les distributions. Donc, il va falloir aller un peu plus loin. Et donc, on a besoin de demander un peu plus. On aimerait bien que les distributions des scores soient les mêmes. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, disons, on aimerait bien pouvoir mesurer si l'écart des distributions est la même ou pas. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis des distributions de scores entre des hommes et des femmes, suivant un risque un peu fictif, mais c'est juste pour faire des maths. On a des distributions de scores qui sont les courbes jaunes et les courbes vertes. Et effectivement, les deux sont différentes. Donc, si on veut le faire formellement, il nous faut une métrique. Alors ça nous fait arriver dans un domaine de la stat un peu particulier que les actuaires abordent pas souvent, c'est de faire des métriques entre distributions. Il y a des métriques assez classiques, Kullback-Leibler le fait très bien. Donc il y a des métriques de distribution qui existent, et en particulier il y en a une qui est intéressante, c'est la métrique de Wasserstein, qui est basée sur du transport optimal. L'idée de Wasserstein, c'est de dire, en fait, il ne faut pas regarder les personnes de manière absolue, il va falloir les regarder de manière relative. Il va falloir regarder les niveaux de probabilité dans le groupe 1 et dans le groupe 2. Quelle est la médiane dans le groupe A, quelle est la médiane dans le groupe 2? Si jamais les médianes sont identiques, ben dans ces cas-là, il y a des chances pour que les distributions soient les mêmes. Puis on va les faire pour tous les niveaux de déciles. Et en fait, on est en train de regarder si les distributions sont les mêmes sur la base des quantiles. Donc ça, pour ceux qui se souviennent de leur cours de stats, vous avez des distances de type Kramer. Kramer-Van Mises, je lui fais une distance entre fonctions de répartition. Ce que propose Weierstein, c'est une distance entre fonctions quantiles. Ça peut paraître très proche, mais en fait, il s'avère que ça a beaucoup de différences. Et en particulier, la distance de Wallerstein repose sur du transport optimal, qui va permettre de faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, c'est que la distance de Wallerstein permet de créer des barycentres de Wallerstein. Le barycentre de Wallerstein, c'est de dire quoi? C'est de dire, OK, j'ai deux distributions de score entre les hommes et les femmes. En fait, c'est possible de récupérer une distribution qui serait au milieu. Et en fait, cette distribution qui est au milieu, moi, elle me parle beaucoup parce que c'est exactement ce qu'on voudrait. C'est de dire, en particulier si on veut faire de la mitigation, enfin de l'atténuation des biais. Supposons qu'il y a une distribution de score pour les hommes, une distribution de score pour les femmes. On voit que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes probabilités d'avoir de la chirurgie, mais on a besoin d'utiliser des scores qui soient les mêmes parce qu'on n'a pas, on s'interdit d'avoir de la discrimination sur la base de cet attribut sensible qu'est le genre. Dans ces cas-là, il va falloir shifter tout le monde un peu au milieu. Ok. Donc on a envie d'être au milieu parce qu'on a envie de garder cet aspect de balance. On a envie qu'en moyenne, on prédise la même chose. Mais donc on va se placer un peu au milieu. Et en fait, c'est possible de le faire. Il suffit juste de dire, en fait, on va raisonner de manière relative. Comment est-ce que je fais pour récupérer un modèle qui est fair? Ben, c'est facile. Je construis un modèle de manière totalement discriminatoire. J'ai peut-être des différences entre les hommes et les femmes. Si jamais je dois faire la prévision pour un individu qui est dans le groupe des hommes, ben, je regarde sa probabilité, je regarde sa prévision en tant qu'homme. Je regarde ce qu'il aurait eu si jamais cette personne elle était vue comme une femme. C'est-à-dire, techniquement, je lui donne le même score qu'elle aurait eu à niveau de décile équivalent. C'est-à-dire que si la personne est dans le quantile à 5% des bons risques, je vais regarder ce que ça donnerait comme quantile à 5% de bons risques dans l'autre classe et je fais la moyenne entre les deux. On est vraiment sur l'idée de dire je vais faire des moyennes entre deux classes et donc ça nous crée ce par exemple de Wallerstein qui nous donne avec des garanties théoriques certaines l'idée qu'on va pouvoir construire un score qui sera juste et qui sera entre les deux. Qui plus est, on a des propriétés théoriques sur le fait qu'en fait, c'est le score qui minimise la perte L2. Donc en plus, parmi les modèles à faire, c'est celui qui sera le meilleur, le plus accurate. Donc on a des techniques qui peuvent vous garantir de construire des métriques qui vont être justes, qui en plus seront, qui seront précises en vérifiant des propriétés d'accuracy.
Donc on arrive à faire le pont un petit peu entre l'accuracy et la fairness avec ces approches de type barycentre. Le point, c'est que les approches de barycentre, elles ont, pas de transport de Weserstein, elles ont une interprétation causale. Alors je vais faire une petite parenthèse sur le causal, mais on reviendra là-dessus. Encore une fois, pendant la, la journée des actuaires, on fera une petite présentation sur l'importance des modèles causaux. Il y avait déjà eu un exposé à l'Institut des actuaires sur l'importance des modèles causaux en actuariat. Mais c'est vraiment quelque chose d'important, en particulier parce que dans plein de problèmes, quand on réfléchit à la question de la discrimination, on la voit comme étant un problème causal. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, ce qui est considéré comme étant un attribut sensible, c'est souvent un attribut sur lequel vous n'avez pas la main. C'est que la couleur de la peau, on la considère comme étant un attribut sensible parce qu'essentiellement, ces personnes l'a choisi. Je n'ai pas choisi d'être blanc, comme certaines personnes n'ont pas choisi d'être noir. Et donc, c'est injuste de discriminer sur cette base-là parce qu'on n'a pas le contrôle. Par contre, si jamais vous décidez de faire du ski extrême, c'est votre choix. Et dans ces cas-là, c'est pertinent de payer une prime d'assurance qui soit plus élevée parce que vous avez fait le choix de faire un sport plus risqué. Et donc, on voit que la question des variables sur lesquelles on a un choix, c'est-à-dire celles qui peuvent être influencées par différents critères, elle est fondamentale en assurance pour comprendre ce qui est une variable pertinente quand on fait un tarif. Une variable qui est potentiellement discriminatoire, c'est une variable sur laquelle je n'ai pas la main. Et quand on a ce genre de variable, donc on est typiquement dans ce type de graphe causal où j'ai ma variable D, qui est ma variable sensible, qui peut influencer toutes sortes de variables. Peut-être que le fait que je sois blanc me permet certaines choses, hein, et peut-être que ça peut avoir un impact sur un attribut, sur la variable qui m'intéresse en actuariat, qui va être un accident, qui va être un sinistre ou quelque chose. Un exemple qu'on avait abordé dans un papier il y a quelque temps, c'était le fait d'avoir de la chirurgie quand vous êtes noir aux États-Unis. Quand vous accouchez, vous pouvez avoir des césariennes. Il s'avère que le nombre de personnes, enfin la proportion des personnes noires qui ont une césarienne n'est pas la même que les personnes blanches. Sauf qu'il s'avère que en fait, les mères noires et les mères blanches n'ont pas des bébés qui ont la même gabarit. En fait, les femmes noires ont souvent des bébés plus petits que les femmes blanches. Et donc, à partir du moment où vous avez des bébés plus petits, bah, la probabilité d'avoir des césariennes, elle est automatiquement impactée par cette relation causale qui est pertinente, qui est légitime et qui n'est pas liée à une discrimination raciste de la part du personnel hospitalier. Et donc, on commence à avoir des notions un peu compliquées, mais qui sont, à mon avis, éclairante sur ce que c'est que la discrimination directe, la discrimination indirecte et la discrimination légitime. La discrimination directe, c'est quand la variable D a un impact direct sur une décision. Une discrimination indirecte, mais qui serait malgré tout pertinente et légale, c'est typiquement l'exemple, je pense, aux États-Unis de une femme noire n'a pas des bébés qui ont la même taille, n'a pas un bébé qui a la même morphologie qu'un bébé blanc, et donc c'est potentiellement possible, effectivement, que les taux ne soient pas les mêmes. Et donc, en regardant ce genre de mécanismes causaux, bah, en fait, on voit que peut-être qu'on pourrait écrire effectivement des modèles causaux pour se dire, bah, raisonnons réellement de manière causale. Se poser la question de la discrimination, c'est se poser la question de qu'est-ce qui se serait passé si cette personne, au lieu d'avoir été blanche, elle avait été noire. Et ça, c'est typiquement la question classique de l'analyse causale, qui est de dire, si jamais la personne, au lieu d'avoir eu le placebo, elle avait le traitement, qu'est-ce qui se serait passé? Donc on est vraiment dans la même lecture, à mon avis, que l'inférence causale, le traitement étant ici la variable sensible. Comment on fait ça classiquement? Bah, c'est de dire, c'est ce que Judah Apple avait appelé les twin networks, c'est vraiment l'idée de dire, bah, j'ai mon graphe causal qui me permet de passer de D à X et potentiellement à Y, je vais regarder ce que donnerait le contrefactuel. Je vais créer un contrefactuel de cette personne. Au lieu d'avoir un D, j'ai un D'. Au lieu d'avoir été blanche, ça devient noir. Au lieu d'être un homme, ça devient une femme. Bah, potentiellement que ça va changer quelque chose. Par exemple, supposons que la taille soit quelque chose d'important dans un modèle de je ne sais pas quel risque. Si jamais je regarde ce que se serait passé si moi, au lieu d'être un homme, je devenais une femme, moi, je suis un homme d'un mètre 80, je ne serais pas une femme d'un mètre 80. Et donc, l'idée est de dire, en fait, les variables sensibles influencent de manière légitime certaines variables X. Et dans ces cas-là, on va regarder l'impact que ça aura sur la variable Y. Et comment est-ce que Judah Pearl décide de traiter en compte cette différence sur les contrefactuels? Ben, en fait, il fait des shifts sur les distributions. En fait, il va dire les résidus sont les mêmes. C'est-à-dire que moi, je suis effectivement un peu plus grand que la moyenne des hommes. Ben, dans ces cas-là, je devrais être un peu plus grand dans la moyenne des femmes si jamais je devenais une femme. Donc, on a vraiment ce shift sur le contrefactuel qui est en fait exactement ce qu'on fait naturellement quand on fait ce qu'on appelle des graphes structurels en analyse causale. Donc, quand on est sur des modèles additifs gaussiens, c'est l'approche classique de dire bah, je regarde de manière idiosyncratique la différence que j'ai qui n'est pas expliquée par la variable sensible et je vais supposer que je vais avoir ce shift. Si jamais on ne l'a pas, bah, dans ces cas-là, on va raisonner en quantile. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait en faisant du transport optimal, c'est de dire bah, je vais raisonner de manière relative.
Si jamais je suis un homme que je veux mon contrefactuel en termes de taille, ben, je regarde quel niveau de quantile j'ai. Si jamais je deviens une femme, j'aurai le même niveau de quantile. Et donc l'idée de l'analyse causale, c'est vraiment de raisonner de manière euh, absolue en termes de quantile, mais pas du tout de manière absolue en termes de niveau de risque. Et donc ça permet comme ça de créer toutes sortes de familles de modèles. Donc je vous ai mis ici un article qu'on a écrit avec Olivier Côté, qui est doctorant à Laval, sur ces questions-là, où on propose 5 familles de modèles de primes. Donc, on a le best estimate classique qui est de dire bah, je vais conditionner Y par X et la sensible. Donc, c'est le best estimate au sens bayésien, au sens de minimiser une perte L2. Aucun rapport avec la fairness. Je mets ma variable discriminatoire et on se pose la question de savoir quelle serait la prime. Donc, ça, c'est vraiment la prime pure classique. La version unaware, c'est de dire j'enlève la variable sensible. Donc, ça, c'est la version un peu européenne. Typiquement, c'est ce qu'on vous dit avec le RGPD, c'est de dire ne mettez pas de variable sensible dans vos bases d'entraînement, enlever le genre, enlever les variables qui pourraient être discriminatoires, mais on sait que ça ne marche pas. Depuis 10 ans, il y a beaucoup d'articles sur l'approche unaware qui consiste à dire mettre des œillères ne suffit pas à se débarrasser d'un risque. On a une version qui est aware qui consiste à dire en fait, je vais prendre mon best estimate et je vais faire des moyennes pondérées entre les primes qu'on aurait eues dans les deux classes. Donc en fait, c'est juste la formule qu'on va retrouver entre le C et le A. C'est de dire bah, je fais la moyenne pour le groupe A et pour le groupe B de mes primes. Donc je peux le faire pour un individu. Je vais juste te dire, bah, il y a une chance sur deux pour qu'il soit de groupe A, une chance sur deux pour qu'il soit de groupe B. Je prends la moyenne des deux. Il y a une version corrective qui consiste à dire, en fait, potentiellement, il faudrait que je corrige par ces effets de distorsion dont je parlais auparavant avec du transport, qui est cette approche corrective, donc qui revient en fait à faire des modèles causaux. Et on avait proposé une autre approche qui est de dire, bah, cette fois-ci, on va faire une moyenne de ces modèles hyper aware, euh, un peu de la même manière que le aware permettait de faire des moyennes de modèles best estimate. Donc on avait regardé toutes sortes de classes, et puis avec Olivier, on a fait une vraie étude sur des données d'assureurs au Québec. Et donc on essayait de comprendre un petit peu où étaient les primes et où étaient les prix. Et en fait, on voit que dans la majorité des cas, effectivement, les prix proposés par l'assureur sont dans le range des variables possibles. Donc avec le base estimate et toutes sortes de variables qui sont supposées être justes. Donc le base estimate, on peut le voir comme étant juste, mais au sens de arrow, hein, c'est le base estimate. Il y a des moments où on en sort. Donc par exemple, ici, on voit qu'on a un individu pour lequel on lui fait payer une prime qui est beaucoup plus élevée que toutes les primes qui sont supposées être non discriminatoires. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a vraiment des endroits pour lesquels il y a des potentiels de discrimination qui sont vraiment importants et pour lesquels l'assureur pratique de la discrimination de manière assez claire, puisque les primes justes sont bien en dessous de la prime qui est réellement proposée. Donc on est quand même capable de regarder toutes sortes de choses et de faire des métriques là-dessus. Euh, je vois qu'il reste encore beaucoup de slides, mais je vais quand même aller vite. Mais ce que je vous dis avec cette histoire de mettre des poids et de corriger, ben, en fait, c'est ce qu'on retrouvait historiquement dans l'approche équité, diversité, inclusion, qui consiste à dire, si jamais on veut un monde qui soit inclusif, il va falloir faire de l'affirmative action. Il va falloir faire des distorsions parce que le monde est injuste et donc si jamais on veut se débarrasser de ça, bah, va falloir corriger. Donc c'est l'idée de forcer l'équité, donc pour casser ce qu'on appelle l'impact disparate et pour récupérer, il va falloir faire un traitement disparate, c'est-à-dire casser ce qu'on observe dans les modèles qui ont été construits sur nos données. C'est la notion d'affirmative action. Et donc, c'est pour pouvoir traiter les personnes de manière égalitaire, il va falloir les traiter de manière différente. Ça avait été remis en cause plus récemment. Donc, je vous mets ici 2 phrases qui ont été mises par des juges de Cour suprême. Mais voilà, en 2007, on a des juges qui disent bah, si vous voulez ne pas discriminer, arrêtez de discriminer. Donc là, on retrouve exactement la position de Donald Trump quand il prend sa première déclaration sur la fin de l'EDI, c'est de dire on arrête de faire la discrimination positive parce que c'est la discrimination. Et donc, on rejette toute forme d'effet de traitement disparate pour pouvoir éviter toute forme de discrimination. Mais en contrepartie, on va répliquer tout ce qui s'observait historiquement dans nos données et donc on va arriver sur un impact disparate mécaniquement. Euh, je vais peut-être aller un petit peu vite, mais sur l'idée aussi de proxy. L'idée des proxys, c'est un sujet vraiment compliqué dans le sens où c'est pas parce que c'est pas que les variables que je mets dans mon modèle prédisent la variable sensible, c'est juste qu'en fait, le but du machine learning, c'est de faire de la généralisation. Fondamentalement, vous avez des données d'entraînement. C'est vraiment l'exemple du chien et du loup. Le modèle, il s'en fout de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'est pas dans des questions d'explication. Il veut juste faire le meilleur modèle en termes de minimisation de pertes quadratiques.
Je vous ai mis ici un exemple très simple, c'est que je fais des régressions logistiques sur des données d'assurance RC en France, où il y a effectivement une différence entre les hommes et les femmes. Pour faire simple, les hommes ont 9% de chances d'avoir un accident, les femmes 8%. Ça fait une différence qui est significative. Mais ce qu'on voit, c'est que si jamais je mets des variables, si jamais je mets aucune variable, dans ces cas-là, on est à égalité. Ça, c'est le principe de base qui est que une régression logistique sans variable explicative, c'est la moyenne. On est à 8,7% parce que c'est un peu plus d'hommes que de femmes dans ma base de données. Mais dès que je commence à rajouter des variables, sans jamais mettre la variable de genre, en fait, l'écart, il se recreuse. C'est-à-dire que quand je mets 15 variables explicatives sans jamais mettre le genre et que je fais la moyenne de prévision sur les hommes, moyenne de prévision sur les femmes, ben, je retrouve la différence qu'il y avait dans mes données. Donc ça, c'est pas que j'arrive à prédire le genre à partir de mes 15 variables, en fait, j'y arrive pas, mais c'est juste que le modèle va essayer de répliquer ce qu'il a observé dans ses données d'apprentissage, sans jamais se poser la question de savoir si jamais il y avait de la neige ou s'il n'y avait pas de neige, ou s'il y avait des hommes ou s'il y avait des femmes. Ok, donc il n'est pas en train de mettre du sens à cette différence, il observe une différence, il va la répliquer. C'est par définition la généralisation qu'on a en machine learning. Alors, si on veut faire un peu philosophe, c'est un peu ce que dit Hume quand il parle de is out, entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce qui est dans mes données, c'est que les hommes et les femmes sont différentes. Le modèle, il se contente de travailler sur ce qui est. Si jamais je veux quelque chose de normatif et d'éthique, c'est ce que je voudrais. Et dans ces cas-là, c'est encore une fois, on revient à la phrase de début qui est si jamais vous voulez casser une discrimination, il va falloir l'imposer. OK. Donc, si jamais dans mes données, la norme, c'est qu'il y a une discrimination, j'ai aucune chance d'avoir un modèle qui cassera cette discrimination, à moins de l'imposer avec un certain prix, parce que je vais imposer une norme éthique. On est classiquement dans le fait que la généralisation n'a pas forcément de sens en actuariat, tout simplement parce que je ne veux pas tarifer suivant une probabilité historique. Je voudrais une probabilité sur laquelle j'ai de l'éthique et suivant laquelle j'aurai une indépendance entre la variable sensible et des variables explicatives. Je vais peut-être aller un petit peu vite sur le reste. Je vais peut-être juste raconter des petites histoires. Pour finir, je ne sais pas si je voulais que je vous parle de paradoxe de Simpson, mais c'est un autre sujet sur lequel je vais juste finir avec ça. Mais paradoxe de Simpson, si vous l'avez pas vu, il faut que je vous en parle. Mais paradoxe de Simpson, c'est l'idée qu'on peut utiliser des données agrégées. En fait, implicitement, c'était un peu ce que je vous racontais tout à l'heure sur le Colorado, où en Colorado, on vous dit, bah, si vous n'avez pas la race, utilisez des informations démographiques, parce que en fait, vous avez le code postal, vous avez nom et prénom, et donc on va inférer des informations à partir de ça. En fait, utiliser des données spatiales pour inférer toutes sortes de choses, c'est généralement pas une bonne idée parce qu'utiliser des informations agrégées pour prédire des choses individuelles, on sait que ça marche pas. L'exemple étant, paradoxe de Simpson, dans le papier original de Bickel, c'est les admissions aux études graduées à Berkeley. Donc c'est peut-être un exemple que vous avez lu, sinon je vous encourage à le lire, mais ce que disait Bickel, c'est on va regarder l'admission entre les garçons et les filles pour rentrer au master à Berkeley dans les années 70. Si vous regardez globalement, les hommes ont 44% de chances d'être admis, les femmes 35%. Et donc, si vous avez retenu ce que je vous ai raconté sur la discrimination, manifestement, on a une différence entre l'espérance de Y conditionnellement, ou de Y chapeau, puisque c'est une décision, conditionnellement au genre entre les hommes et les femmes, elle est différente. Donc, il y a de la discrimination. Si jamais je veux corriger, il faudrait que je fasse de la discrimination positive et que j'aide les femmes à rentrer aux études graduées à Berkeley. Maintenant, si jamais je regarde programme par programme, bah en fait, malheureusement, j'ai l'histoire inverse qui se raconte. C'est que dans quasiment tous les programmes, en tout cas dans la majorité des programmes, en fait, le taux d'admission des femmes était plus élevé. Donc ça pose un petit souci parce que bah, ce que nous dit, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, on devrait aider les hommes, au contraire, à être admis. Pourquoi est-ce qu'on a un problème? Donc c'est ce qui s'appelle le paradoxe de Simpson. C'est pas un paradoxe du tout, c'est le fait que on a des différences entre les probas. Enfin, je voulais formaliser ici. Je peux très bien avoir une probabilité de Y chapeau conditionnellement à S qui est plus grand entre les hommes et les femmes. Mais dès que je rajoute une variable explicative, le conditionnement s'inverse. Et ça, pourquoi c'est possible? Bah, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est des histoires de corrélation. C'est qu'en fait, entre le programme, entre le genre et entre l'admission, bah, il y a des corrélations. Et tout simplement, les femmes choisissent des programmes beaucoup plus sélectifs que les hommes. Et donc, comme tout est corrélé, bah, en fait, on n'arrive pas trop à raconter l'histoire. Et on ne sait même pas si ce qu'on raconte est juste ou pas. Je vais vous montrer un petit exemple peut-être plus actuariel là-dessus. Supposons que je regarde des probabilités de décès. Je vous ai mis ici des courbes que vous connaissez, c'est les histoires de force of mortality sur des échelles log. J'ai le Costa Rica et j'ai la Suède. Si jamais je prends une personne de n'importe quel âge, elle a plus de chances de décéder au Costa Rica qu'en Suède. Okay. Une personne de 20 ans, sa probabilité de décéder dans l'année est plus élevée au Costa Rica qu'en Suède. C'est vrai aussi à 40 ans, c'est vrai à 60 ans, c'est vrai partout. Maintenant, si jamais je ne conditionne pas par l'âge, si jamais je prends une personne au hasard dans la rue au Costa Rica, elle a eu pour 1000 chances de décéder dans l'année. 9 pour 1000 en Suède.
Pourquoi ça? Ben, c'est la même chose. C'est que tout est corrélé et en fait, les structures d'âge ne sont pas les mêmes. Pour faire très simple, si vous prenez une personne dans la rue au Costa Rica, il y a de très fortes chances pour qu'elle soit très jeune. Vous prenez une personne dans la rue en Suède, il y a de fortes chances pour qu'elle soit âgée. Et donc forcément, l'espérance de Y conditionnellement au pays n'est pas la même, mais dès que je rajoute la variable X qui est l'âge, ben dans ces cas-là, j'observe des choses qui sont différentes et je raconte des histoires qui sont différentes. Donc il faut faire vraiment attention sur le fait que des fois on peut observer des biais, mais potentiellement c'est parce qu'on n'a pas toutes les variables. Pour revenir sur mon exemple des hommes et des femmes en assurance auto, on a l'impression que les hommes conduisent plus, qu'on ait plus d'accidents que les femmes, mais peut-être qu'on ne contrôle pas par les bonnes variables. Ce qu'on a montré il y a quelques temps avec Catherine Antonio, c'est que dès que vous contrôlez par la distance parcourue, bah en fait, le genre, il ne sert plus à grand-chose. Et en fait, c'était juste lié au fait que les hommes conduisant plus que les femmes, l'exposition est plus grande et donc il y a plus de chances d'avoir des accidents. Et donc, il y a aussi beaucoup de cas pour lesquels on a l'impression qu'il y a de la discrimination, mais en fait, c'est juste que potentiellement, on n'a pas des variables. Alors, on peut avoir des variables manquantes pour plein de raisons, hein. Ça peut être pour des raisons légales, mais c'est juste que bah, dans le cas du kilométrage, c'est une variable qu'on observera seulement une fois qu'on a fait signer la personne. Donc, à moins d'avoir un engagement à la base sur le nombre de kilomètres attendus, c'est un peu difficile de l'avoir en tout cas. Et donc, on a pas mal de cas pour lesquels on a pas mal de problèmes. Je vais juste finir avec un dernier exemple, puis après, promis, je me tais. Euh, c'est qu'est-ce que c'est que la variable sensible? J'ai fait comme si on en avait une et que tout se passait bien, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et c'est d'autant plus vrai en France. Alors, j'ai appris ça très récemment, que les attributs sensibles multiples n'ont pas de sens. Alors, Coluche l'avait dit, hein, tous les hommes seront égaux. Bon, il y aura des hommes grands, des hommes petits, des hommes noirs, des hommes blancs, et il y aura plein de monde, et ça sera dur. Il disait, il y aura ceux qui vont cumuler tous les traits des minorités, pour qui ce sera encore plus dur. Mais en fait, en France, dans le droit, d'après ce qu'on m'a expliqué, typiquement, vous ne pouvez pas porter plainte sur le fait que vous ayez été discriminé sur la base du fait que vous êtes une femme noire. Soit vous avez été discriminé parce que vous êtes une femme, soit parce que vous êtes noir. Mais femme noire, ça n'a pas de sens d'un point de vue légal, en tout cas. Et en fait, c'est une question assez profonde c'est quoi ma variable sensible importante? Et des fois, bah, les routes de l'enfer, elles sont pavées de bonnes intentions. Je vais vous donner un petit exemple qu'on a eu au Canada, dans une province un peu plus au nord, dans les nouveaux territoires. C'est que le régulateur a demandé à ce que les personnes ne discriminent pas sur la base du genre, de l'âge, pardon. Donc, on ne voulait pas de discrimination contre les personnes âgées en assurance auto. Donc, ils ont dit, vous n'utilisez plus l'âge des assurés, ce qui peut paraître relativement pertinent. Donc, les assureurs ont dit, ben, on va utiliser l'ancienneté du permis, essentiellement pour capturer l'expérience, pour repérer les jeunes conducteurs. Sauf qu'on a un problème au Canada, c'est que quand vous demandez un permis de conduire, en particulier quand vous êtes immigrant, dans ces cas-là, on vous remet votre compteur à zéro. Et donc, ce qui vous compte comme ancienneté de permis, bah, en fait, c'est le moment où vous avez demandé pour la première fois. Et donc, pour les immigrants, tous les immigrants se retrouvent pénalisés. Donc, sous prétexte d'être vertueux sur la base de l'âge, en fait, tout d'un coup, l'assureur s'est retrouvé à créer de la discrimination sur les personnes qui sont immigrantes. Et donc, il faut faire vraiment attention, c'est que éventuellement, en essayant de corriger suivant un attribut sensible, potentiellement, on peut aggraver suivant un autre. Et donc, les questions sont largement complexes, et il va falloir les poser tranquillement parce qu'on peut arriver à toutes sortes de paradoxes étranges. La grosse difficulté, bien sûr, que vous avez en Europe, ben, c'est que beaucoup d'attributs sensibles ne sont pas collectés. Et donc, se rajoute une surcouche dedans, mais voilà, le problème est complexe et ça va être difficile d'en sortir. J'avais prévu une conclusion, mais je pense que je vais plutôt laisser la parole pour des questions. La conclusion disait juste, c'est compliqué, faites attention quand vous parlez de discrimination. Je vais m'arrêter là, puis je vais laisser la porte ouverte pour des questions. Merci beaucoup, Arthur. C'est très dense. Euh, D'abord, dans ce que tu nous as dit, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec, enfin, euh, qui prennent plus d'importance peut-être avec des données de masse, mais il y a plein de choses qui étaient vraies avant, enfin, qui étaient des problématiques antérieures. Oui. Euh, il y a une deuxième chose, une question que je me pose, c'est est-ce que toutes ces subtilités sont bien accessibles aux tribunaux? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est une petite question, hein, mais les choses sont tellement complexes que est-ce que ça être pris en compte par les juridictions?
Euh, c'est par exemple l'histoire de la femme noire. Elle ne peut pas se plaindre à la fois, elle ne peut pas faire une action en justice. Il faut qu'elle choisisse si c'est parce qu'elle est noire ou parce qu'elle est une femme. N'empêche que dans la vraie vie, ça se cumule parce qu'elle a bien raison de dire. Hein. Et donc, bon, c'est une question à laquelle tu pourras pas répondre, mais je Non, mais je peux quand même m'interroge apporter un sur élément de réponse. Je peux apporter un élément de comment. réponse. En fait, alors, effectivement, la question de la discrimination en termes juridiques, elle est compliquée parce qu'une personne toute seule ne peut pas prouver qu'elle a été victime de discrimination. C'est que la discrimination, fondamentalement, c'est le fait que globalement, toutes les personnes noires ont eu des primes qui étaient plus élevées ou quelque chose de ce genre. Donc, de toute façon, ça n'a de sens que d'un point de vue collectif. Là où ça peut être un peu différent, c'est ce qui se passe très exactement au Colorado, c'est qu'il y a eu une inversion de la charge de la preuve. L'inversion de la charge de la preuve, c'est de dire que maintenant, c'est le régulateur qui demande aux assureurs de prouver qu'ils ne discriminent pas. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus facile. C'est Hmm. qu'effectivement, enfin, beaucoup plus facile. En tout cas, les actuaires vont devoir avoir des métriques. Et au Colorado, ils proposent des métriques très simples avec des tests statistiques très bien écrits pour pouvoir prouver effectivement qu'ils ne font pas de discrimination. Et c'est surtout sur ce genre de sujet que je voulais sensibiliser les actuaires. C'est qu'à mon avis, la seule solution viable d'un point de vue collectif, c'est effectivement que le régulateur s'empare de ces questions et demande aux assureurs, pardon, de prouver qu'ils ne discriminent pas. Et en Alors, Europe, on n'y est pas encore, on n'y là. est pas encore, mais j'espère qu'on pourrait y arriver. Bah, si jamais moi je devais recommander quelque chose, c'est de dire la question ne pourra se résoudre que d'un point de vue réglementaire entre le régulateur et les assureurs. Ça Hmm. permettra de restaurer la confiance, si tu veux. C'est que le point compliqué, c'est qu'il faut de la confiance. Si jamais toutes les personnes noires se sentent victimes de discrimination et qu'ils n'arrivent pas à le prouver, c'est problématique. Hmm. Après, il y a eu des expériences de testing qui avaient été faites de mémoire par des collègues économistes à Paris, qui arrivaient à des conclusions qui étaient, à mon avis, assez intéressantes. C'était de dire, en fait, les assureurs ne discriminent pas, sont pas racistes. Effectivement, il peut y avoir des différences quand vous avez un nom à consonance d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord, mais elle est souvent uniquement liée au fait que vous habitez dans des quartiers sensibles. Si jamais vous aviez un nom à consonance française, dans ces cas-là, vous auriez les mêmes pénalités. Et donc, effectivement, il y a des fortes discriminations spatiales, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec le nom de famille, par exemple. Donc ça, le testing avait été fait en France. Très bien. Et une dernière chose avant de regarder les questions, il y a toujours quelque chose qui m'ennuie beaucoup, c'est le fait que par convention, on regarde l'assurance sur un an. Or, il y a des phénomènes qui sont beaucoup plus longs. Alors, je comprends parfaitement hein, il y a même des cas où on permet aux assurés de sortir intra-annuellement, donc avec une durée d'engagement plus courte qu'un an. Mais cette convention, elle est très gênante. Et pour les consommateurs courants, c'est normal qu'elle existe. Pour d'autres phénomènes, je trouve que ça serait peut-être mieux d'étaler sur des périodes plus longues. Mais ce qui se passe, c'est que sur une période d'un an, on n'a pas forcément une fréquence suffisante. Et puis, par ailleurs, si on prend une période plus longue, de toute façon, il y a des transformations de l'individu assuré ou de l'entreprise telles que est-ce que ça a du sens de parler de probabilité? Euh, Moi, j'ai une probabilité quand je suis calme et sereine, et si j'ai un stress parce que j'ai un parent malade ou un truc comme ça, j'ai une autre probabilité. Ouais. Donc, Je suis entièrement d'accord là-dessus, hein. On a déjà discuté ensemble tous les deux sur ces questions-là, mais oui, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a des visions à différents termes, enfin, surtout quand tu commences à faire de l'assurance pay as you drive ou ce genre de choses, où effectivement on a des évolutions de ta probabilité d'avoir un accident qui évoluent beaucoup dans le temps. L'idée de l'assurance sur un an, c'est quand même d'offrir une certaine stabilité que tu pourrais éventuellement corriger dans le temps, mais oui, non, la question du temps, elle est importante. Euh, Comment est-ce que moi je l'intègre? Je l'intègre pas pour l'instant. Mais oui, enfin, déjà, alors déjà sur ces questions de discrimination, quand même sur les questions de discrimination, là je le fais en jeu statique. C'est-à-dire on a des données, on fait un modèle, on résout tout, puis tout s'arrête.
Non, l'idée de la discrimination, c'est qu'on est fondamentalement discriminatoire aujourd'hui. On a envie de tendre vers une société qui soit plus inclusive et plus juste. Mais le jeu, il va se faire petit à petit, quoi. Donc, on corrige suivant une variable. Potentiellement, on va corriger. Et le jeu dynamique, il est compliqué. Je vois pas trop où il va. Mais oui, fondamentalement, la question de l'inclusion et de la diversité, elle est sur le long terme. Tout à fait. Alors, tu dois voir, je Ouais, suppose que c'est tu vois ouvert. les questions comme moi. Comme je t'écoutais avidement, je n'ai pas lu les questions en même temps. Moralité, je suis pas capable de te les répercuter. Et comme tu sais lire, bah écoute, si tu peux Super, ouais. répondre, Écoute, je vais prendre les questions, mais apprends celle qui te parle le plus comme ça dans une vision rapide. écoute, là, je regarde la dernière, mais Benoît qui dit comment concilier l'absence de discrimination et âge, l'expérience, tout ça. Oui, enfin, alors, il y a un très joli livre qui est sorti sur l'agisme, qui commence par cette phrase assez marrante, qui dit, si jamais vous avez jamais été victime de discrimination, attendez quelques années, ça va vous arriver. Ah, ça, Et c'est sûr. Ça, je peux te voilà. confirmer par expérience vécue qu'il n'y a qu'une seule discrimination qui non seulement est acceptée, mais est demandée par les populations, c'est la discrimination par l'âge. Et en fait, elle est assez marrante parce que elle repose sur un. Et c'est exactement des questions qu'on voit en économie, c'est des histoires intergénérationnelles. C'est de dire que tu t'en as bénéficié quand tu étais plus jeune, et puis tu n'en bénéficieras pas quand tu seras plus âgé. Et donc, tu as un cycle qui fait que tu vas passer par tous les niveaux. Et donc, il y a une notion d'équité sur le long terme qui pourrait plus ou moins exister sur l'âge, mais qui a été largement débattue. Enfin, moi, j'ai un peu travaillé là-dessus, en particulier sur des problématiques de santé. Parce que typiquement, si on repense même juste à la Covid, il y a eu il y avait des moments où les tests étaient basés sur des âges très précis, en disant à partir de 70 ans, on fait des tests, avant, on les fait pas. Et donc, à partir du moment où on avait des seuils comme ça qui étaient très arbitraires, tout d'un coup, on a eu des statistiques qui ont été biaisées. En fait, j'ai pas parlé des biais de sélection, mais ils sont partout. Mais les biais de sélection qui font, qui ont fait des choses, ont fait des tests à pas un certain âge et pas avant, ça pose des soucis. Moi, je repense à l'expérience des pilotes aériens qui disaient, faut pas regarder l'âge. Il y a des personnes qui, à 50 ans, on voit plus et il faudrait qu'ils arrêtent de piloter des avions. Par contre, il y a des personnes à 75 ans, ils voient très bien. Et donc, si votre but, c'est de voir si on voit bien ou pas, faites passer des tests de vue, mais n'utilisez pas l'âge comme étant une variable pour dire, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus conduire un avion. Qui est un peu l'idée qu'on retrouve en fait en assurance auto, je pense, qui est de dire, il y a les jeunes conducteurs et pour les personnes âgées, alors, tous ceux qui ont travaillé sur les personnes âgées le savent, on a une hétérogénéité fondamentale qui fait qu'il y a des personnes qui continuent à conduire alors qu'ils ne devraient pas. Mais voilà, faudrait capturer cet effet-là. Moi, je l'ai observé quand on fait notre demande de renouvellement de permis de conduire au Québec, qui est qu'on est dans une petite salle et ils nous demandent juste de lire la fiche qui est derrière. À partir du moment où on a un souci, dans ces cas-là, on enchaîne. Oui, tout à C'est fait. exactement. Euh, alors, je ne sais pas, Nicolas, tu ne peux pas parler là. Tu es dans une situation où tu ne peux pas poser toi-même les questions. Alors, je rappelle, parce que Nicolas l'a mis dans le chat, qu'effectivement, on a eu déjà un exposé concernant la causalité. Et effectivement, il y en aura un qu'on vous conseille vivement, mais qui est en plus, alors il va falloir que je me coupe en deux parce que tu es en même temps que Laurence Marie. Euh, J'ai- Bah, allez écouter Laurence alors, je leur ferai une autre Oh fois. non, Mais non, je ne sais pas comment je vais faire pour me couper en deux. bon. Mais c'est très, très intéressant la causalité, mais en même temps, moi, je trouve que la marche est très haute pour rentrer dans cette méthodologie. Donc on en a parlé, mais c'est passionnant et les graphes sont un manque de la formation des actuaires. On en a déjà parlé, je pense qu'on en reparlera parce que Oui. je crois on est insuffisamment formés et compétents dans ce domaine. Et surtout qu'en économie, c'est devenu la base, quoi. Dans toute l'évaluation des politiques publiques, on fait des modèles causaux, quoi. Donc c'est devenu une base en économétrie. Et je Ouais, vais juste prendre 2 secondes, il y a Eric qui a posé une question marrante sur Effectivement, moi je travaille en prime pure et pas en prime commerciale. La prime commerciale, c'est pire que tout, parce qu'effectivement, on le sait. Alors ça, c'est juste pour l'anecdote, en fait, nous, c'est des discussions qu'on a avec le régulateur ici en Ontario, qui nous dit que la prime pure, en fait, on s'en fout. On peut avoir des différences. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que on ait une équité sur les loss ratios, des espèces de loss ratios individuelles.
Et donc, ce serait plutôt qu'on ne s'amuse pas à surcharger les personnes, en particulier les personnes pauvres. Donc, eux sont plutôt sur la discrimination sur la base économique, on va dire, d'inégalité. Et c'est plutôt l'idée effectivement, en lien avec la prime commerciale, éviter qu'on les surcharge trop, ce qui a pu être observé, par exemple, avec le price walking, qui a été largement discuté de mémoire en Irlande et dans un des trois pays du Nord, qui est de dire que le price walking, c'est le fait que les personnes, quand ils restent trop longtemps avec un assureur, ils se retrouvent pénalisés puisqu'on va essayer de faire des rabais à des nouveaux entrants en faisant payer les personnes plus âgées qui sont dans le portefeuille, qui ont une élasticité de prix qui est bien plus faible. Mais oui, c'est un vrai sujet compliqué qui est que l'élasticité au prix dépend parfois de variables sensibles. Ça avait été largement discuté, en particulier en France, de mémoire, en particulier sur les personnes illettrées. Il y avait des assureurs qui mettaient des clauses que les personnes qui ne savaient pas lire ne pouvaient pas voir. Elles ont été largement condamnées à cause de ça. Donc voilà, il y a des chargements commerciaux qui sont effectivement un peu compliqués. Euh, alors là aussi, pour l'anecdote, aussi en fonction de l'âge, j'avais fait une étude avec une journaliste de l'Argus qui faisait remarquer que les personnes âgées avaient des primes en assurance auto qui étaient plus élevées. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ce qui paraît, parce qu'effectivement, quand on passe l'âge de la retraite, normalement, en fait, la fréquence de sinistre baisse. Essentiellement, c'est que la majorité des trajets sont essentiellement des trajets domicile-travail. Et donc, en passant à la retraite, ces trajets disparaissent. Et donc, la fréquence devrait baisser. Et en fait, on ne l'observe pas. Et ce qu'on avait vu à l'époque, c'était qu'en fait, la prime pure baissait, mais la prime commerciale augmentait. Essentiellement, alors, ce n'était pas la prime commerciale par un chargement, c'était plutôt qu'on faisait prendre des garanties complémentaires aux personnes âgées. C'est que les personnes âgées, elles sont peut-être plus à même à prendre une assurance avec tout risque, alors qu'avant, potentiellement, elles prenaient uniquement une assurance responsabilité civile. Et donc, on voit qu'il y a une multiplication des garanties en fonction de l'âge qui donne l'illusion que la prime de la facture totale augmente avec l'âge. Donc là aussi, il y a des différences qui sont compliquées, euh, qu'on va retrouver un peu partout. Alors, là, il y a une question de Xavier qui dit, mais comment calculer le barycentre de Versenstein si on ne connaît pas, si on ne peut pas collecter les données sur lesquelles qu'on ne veut pas discriminer, sur la caractéristique qu'on ne veut pas discriminer. C'est une vraie question. On a encore du mal à trancher parce qu'effectivement, il nous faut des modèles qui collectent ces données. On commence seulement à effleurer le problème parce que nous, on a l'avantage au Québec d'avoir accès à toutes ces données sensibles. Bah, toutes. On n'a pas la race, mais par exemple, au moins, on a accès au genre. On a accès à la cote de crédit, qui est une information un peu particulière qui est beaucoup utilisée en Amérique du Nord et en Angleterre, qui permet de discriminer contre les pauvres, pour faire simple. Donc voilà, donc on peut faire pas mal de tests, mais on a encore du mal à comprendre comment s'en débarrasser. Et en particulier, on commence à regarder un peu plus les aspects préconisés en fait aux États-Unis, qui consistent à faire exactement ce que je racontais qu'il ne faut pas faire. C'est d'agréger les données, de faire de ce qui va s'appeler de l'inférence écologique. Donc l'inférence écologique, c'est de regarder des données par groupe. Et donc de dire, bah, si vous habitez dans un quartier où il y a beaucoup de noirs, bah, dans ces cas-là, je vous traite, je vous considère comme étant un noir. Ce qui est un peu compliqué. Mais voilà, c'est effectivement un sujet complexe de non-observation des données sensibles. Mais on sait que ce n'est pas la solution. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de la statistique publique en France, mais le fait qu'on ne collecte pas de statistiques ethniques fait que c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Mais ce qui est clair, c'est que fermer les yeux, en tout cas, n'a jamais résolu quoi que ce soit. Écoute, euh, je ne sais pas s'il faut continuer dans les questions. Euh, Et je- ouais, en fait, là, tu vois, il y a Catherine qui pose la question d'effectivement des personnes pauvres qui habitent loin. Moi, c'est une étude, tiens, je vais remettre le slide, mais c'était en fait une étude qui était parue sur le site de la BBC, qui est une étude assez classique qu'on va retrouver dans les médias pour dire qu'il y a des discriminations contre certaines populations. Et donc, effectivement, ils vont prendre deux conducteurs qui ont les mêmes types de véhicules, les mêmes âges, qui habitent dans une région avec beaucoup de minorités et moins de minorités, et ils regardent les primes. Et effectivement, c'est assez frappant. Enfin, tu vois, il y a une prime qui est à quasiment 3000 livres et l'autre qui est à 2000, donc tu as quand même une différence de 50%. Euh, Est-ce que c'est lié au fait il y ait plus de personnes noires? Ben, on ne sait pas en fait. C'est qu'effectivement, si jamais les personnes qui habitent dans ce quartier qui est très loin, ils utilisent beaucoup plus leur voiture, ben, en fait, c'est tout simplement le fait qu'ils conduisent plus qui est pénalisé. Et donc, il y a vraiment besoin d'aller comprendre le mécanisme causal. Il y a besoin de comprendre quelles sont les variables
qui permettent de modéliser la sinistralité. Mais si effectivement les personnes conduisent également plus, c'est peut-être ça qui est intégré. Et donc on revient à mon problème de base, qui est de dire, quand on a toutes sortes de variables qui sont corrélées, y compris des variables pertinentes et légitimes, comme la distance qui est parcourue tous les jours pour aller travailler, il y a aussi beaucoup plus de familles monoparentales qui sont pauvres. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on fait pour distinguer ce qui relève d'une discrimination réelle sur la base d'un attribut sensible et ce qui est juste, en fait, et encore, quand je dis juste, en fait, une mère monoparentale va construire beaucoup plus qu'une mère qui peut se reposer sur un conjoint pour aller conduire les enfants au sport. Donc, c'est compliqué parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des effets de cumul. Il y a un effet qui se coule qui est on rajoute une couche supplémentaire qui est que on fait payer plus cher aux pauvres leur crédit. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'effets cumulatifs qui sont un peu dérangeants, je Et trouve. c'est pas seulement en assurance, parce que je me souviens qu'il y a déjà pas mal d'années, c'est qu'au début du big data et de l'utilisation de données, il y avait un tarif, je ne sais plus si c'est Amazon ou quelqu'un d'autre, qui faisait payer des frais de transport d'objets commandés plus élevés en fonction de enfin, il faisait payer en fonction de l'éloignement, de Ouais, et de la longueur du transport. Et bien évidemment, et c'était du matériel de bureau, enfin, et bien évidemment, les pauvres ou les noirs habitant plus loin, ça veut dire qu'on leur faisait payer plus cher le même produit. Et je exactement. crois que là, commercialement, même si en fait c'était tout à fait justifié, ça n'avait pas de rapport avec la pauvreté ni la race, puisque les gens achetaient quand même ce produit, donc avaient le moyen de l'acheter. Donc à la limite, l'entreprise pouvait peut-être justifier de la causalité et de la justesse du Exactement. prix. Mais en fait, commercialement, si ma mémoire est bonne, ce n'était pas tolérable et donc le tarif a été solidarisé, tarif de transport. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, je pense que tu mets le doigt sur un problème fondamental qui est qu'on a toutes sortes de variables corrélées. Je crois que ça avait été noté aussi dans les questions, c'est qu'on a un problème de fond qui est que tant qu'on le regarde d'un point de vue des corrélations, on se retrouve face à des paradoxes et on ne sait pas quoi faire. Je pense que la seule solution envisageable, on l'a très bien vu au workshop la semaine dernière à la SCORE, la seule solution viable, c'est de revenir à l'inférence causale pour comprendre exactement ce qui se passe, par quel canal passe la discrimination et écarter ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas et pour essayer de quantifier des choses. Et fondamentalement, ce que veut dire refuser une discrimination, c'est qu'on a des cross-subsidies, que je ne sais pas comment on traduit en français, mais c'est le fait il y a des personnes qui vont payer pour d'autres. Et donc, est-ce qu'on l'accepte? C'est ce qu'on fait classiquement quand tu penses au handicap, par exemple. Les Mhm. personnes handicapées, en théorie, il n'y a pas le droit de faire de la discrimination à partir du moment où elles ont le droit de conduire, par exemple. Et donc, on accepte le fait que potentiellement, effectivement, une voiture de personnes handicapées, ça peut coûter plus cher parce qu'il y a besoin de faire des aménagements, mais collectivement, on se met d'accord pour dire on refuse une discrimination sur la base d'un handicap. Et donc, on demande effectivement, globalement, à des personnes qui ne sont pas handicapées de payer un peu plus cher pour que les personnes non handicapées puissent avoir accès à des voitures à un prix décent, quoi. Et donc, c'est vraiment une réflexion collective qu'on doit avoir sur la manière dont on est mettre en place cette solidarité. Mais pour la causalité, est-ce qu'il y aurait moyen de faire un petit module de formation pour les actuaires sur ces sujets-là? Bah, ce Ça existe dans les formations au Canada? Nous, on l'a pas parce que tu connais peut-être la SOA, mais ils sont toujours en retard d'une décennie. Mais euh, non, non, c'est pas du tout envisagé ici. Mais encore une fois, enfin, dans la statistique publique, c'est devenu un outil de base. Donc effectivement, au moins, enfin, moi, je sais qu'à l'exposé qu'on fera avec à l'Institut des actuaires en juin, je reviens effectivement sur les grandes approches de différence ou d'approche classique de construction de contrefactuels pour essayer de quantifier un impact causal d'un traitement. Mais il y a enfin voilà, après, encore une fois, je l'avais dit à l'époque quand Fabien faisait son exposé, mais on le retrouve assez classiquement en marketing. Le marketing, c'est vraiment je mets en place un traitement qui est que je fais une offre ou je fais quelque chose.
Mais je pense qu'il va falloir se les approprier pour se poser la question dans beaucoup de domaines en assurance, en particulier quand on s'intéresse à des questions de prévention, quoi. Est-ce que vraiment une prévention a un impact ou pas? Pour le moment, regardez les corrélations, ça ne répond pas à la question. Donc il y a quand même beaucoup d'endroits où on en a besoin. C'est pas si compliqué que ça. Encore une fois, les approches sont très proches de ce qu'on fait en régression et en machine learning. C'est juste qu'il y a des petits changements de paradigme et de manière d'écrire les choses. Mais c'est, à mon avis, une étape essentielle, en tout cas pour les actuaires. Peut-être que c'est au niveau de la formation continue qu'il faudrait renforcer ça, en tout cas. Mais écoute, nous sommes presque à 19h30. Nous avons encore 93 personnes. Il y en avait 125, je crois, au départ. Donc, il y a encore beaucoup de gens attentifs. Néanmoins, crois qu'il va falloir te libérer. Merci beaucoup, Arthur. Je rappelle à tout le monde que les slides sont sur le site. Et c'est pas inutile parce que il y en avait quand même beaucoup et ça allait quand même un peu vite pour nous, pauvres actuaires. Mais merci beaucoup, Arthur, c'est extrêmement clair et on retient bien le fait qu'il faut que les actuaires apprennent à avoir une relation avec la CPR et à renverser la vapeur. Et donc, merci. Je peux juste Oui. dire un dernier mot. Enfin, en fait, c'était effectivement on a fait une interview avec The Actuary, qui est l'organisme, enfin, le magazine de l'Institute of Actuaries en Angleterre. Et effectivement, on parlait de discrimination. Et la question, c'est à quoi ça sert tout ça? Pourquoi vous faites toutes ces présentations? Et nous, on était vraiment en mode, il faut que les actuaires prennent conscience de la difficulté de ces sujets. Et moi, c'était juste ça le but de l'exposé, hein. C'est vraiment juste de prendre conscience de ce champ et de ne pas se dire c'est un sujet trop facile, il suffit de virer la variable et ça sera fini. Non, c'est un sujet. Voilà, soyez Non, mais juste là, à... je crois qu'on a compris, là, quand même. Ça fait quand même une centaine d'acteurs convaincus. Hein. Ça Moi, j'en fera recommande. tâche. Ça fera, voilà. Allez, je te souhaite une bonne soirée. On te Oui, remercie vivement. Et merci à toutes les questions. On n'a pas pu toutes les poser, mais il y aura d'autres épisodes par la suite. Et puis, tu es encore là quelque temps, Arthur, hein. Tu vas encore nous faire quand des... tu veux. Avec Voilà. nous, on parle. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.